Vous écoutez Remarquable. L'histoire et l'art. en balade. Remarquable. Salut, c'est Corinne. Bienvenue dans cette nouvelle saison de Remarquable consacrée aux maisons d'illustres. J'adore mettre mes pas dans ceux de mes personnages préférés. Les lieux façonnent les êtres et font partie de leur histoire. En entrant chez eux, on s'imprègne des ambiances, on se prend à imaginer leur présence et on se sent proche d'eux. Pendant plusieurs semaines, je t'emmène chez Monsieur Rodin, le sculpteur, Monsieur Caillebotte, le peintre, et Monsieur Zola, l'écrivain. 3 immenses artistes du 19e siècle. Avec mes invités, on parcourt leur domaine, on évoque leur personnalité, leur œuvre et leur vie si passionnante. Alors ne rate pas le prochain départ et abonne-toi à Remarquable. Si tu souhaites me soutenir, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute me donneront la banane. Allez, viens, je t'emmène ? Dans le parc de la maison de Médan, installée sous l'allée des Tilleuls, Martine Leblond-Zola évoque les valeurs transmises par son arrière-grand-père. Humaniste, écologiste, défenseur des animaux, on découvre un Zola en avance sur son temps et visionnaire. Un entretien empreint d'admiration, de tendresse et de transmission. Un moment délicieux. Martine Leblond-Zola, vous êtes l'arrière-petite-fille de Zola. Vous êtes aussi la vice-présidente de la maison Zola de Médan. En tant que membre de la famille de Zola, quelles sont les valeurs et les idéaux qui vous ont été transmis et que vous cherchez à perpétuer ? Alors, les valeurs sont tout d'abord des valeurs humanistes, qui correspondent aux valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, surtout le terme fraternité que j'aime parce que c'est le lien entre tous les humains, entre toutes les générations et surtout l'acceptation de l'autre, quelle que soit sa différence. Et voilà, c'est toutes ces valeurs humanistes que j'ai en moi depuis que je suis née, puisque je suis née dans cet environnement baigné par des souvenirs transmis par mon père, Jean-Claude Leblond-Zola, qui avait lui-même ses souvenirs de sa fille, de sa mère Denise. Et voilà, donc je suis baignée depuis ma tendre enfance. Et je m'investis beaucoup dans cette cause à la maison de Zola. Disons, depuis, je suis vice-présidente depuis une vingtaine d'années, mais depuis l'ouverture de cette maison en 1984, je suis présente, je fais beaucoup de conférences pour transmettre les bonnes valeurs humanistes et puis pour donner de l'espoir, parce que Zola était un homme d'espoir qu'il faut jamais lâcher prise quand on est dans des conditions parfois difficiles en fait, qu'il faut avoir foi en l'avenir et surtout être solidaires les uns des autres, vivre dans la paix, ne pas vivre égoïste, avoir toujours un regard vis-à-vis de l'autre, se mettre à sa place en fait, voilà, de tolérance, de vivre ensemble et Zola est vraiment véhicule ces idées pacifistes, humanistes. Voilà. Donc vous avez été baigné dans cet esprit de Zola toute votre vie. Oui. Votre papa donc a transmis ces valeurs donc qui lui ont été transmises par sa maman, donc qui était Denise. Oui, voilà, c'est ça, c'était Denise. Parce que Zola Denise est ma grand-mère. Et qui a écrit une belle biographie sur Zola, Émile Zola, racontée par sa fille, qu'elle a écrite en 1931. Et ce livre continue à être publié, voyez-vous. Donc voilà, c'est une œuvre de piété, c'est une œuvre d'amour, de vénération aussi, mais qui
transmet encore une fois, toutes ces valeurs de Zola, dont l'œuvre est imprégnée. Voilà. Et quel impact l'héritage d'Émile Zola a-t-il eu sur votre vie ? C'est un regard sur la vie et sur l'autre. Voilà. C'est un regard sur la vie, sur l'humanité. Moi, je suis quelqu'un de très pacifiste je suis quelqu'un d'athée. Je ne suis pas du tout religieuse parce que Zola disait toujours que c'était la religion divisait, voyez-vous. Voilà, donc pour moi, Zola m'a beaucoup aidée pour toutes ces valeurs humanistes. Je pense qu'il a contribué à améliorer sans doute la condition des démunis, de façon à ce qu'il y ait des prises de conscience de la société qui doit défendre les plus faibles. Voilà. Ça, c'est son héritage. Ah oui, pour moi, c'est ça. Et puis, j'ai une grande admiration pour lui. Alors, une fierté, naturellement. Mais en même temps, vous savez, je suis très modeste parce que, comme mon père nous disait, mon frère et moi, vous n'êtes rien. Évidemment, face à ce colosse, face à ce génie, naturellement. Et mon père disait, le génie n'est pas héréditaire, ça se saurait. Et c'est vrai. C'est tout à fait vrai, parce que descendre de Zola, il faut être humble. Il faut être humble. Parce que c'est... Bon, je sais pas, On se compare ? Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Il faut être humble. Il faut être humble. Simplement, moi, je véhicule, je transmets des bonnes valeurs. Voilà. Je suis un porte-parole. Je porte-parole de bonnes valeurs, mais je me sens très modeste, très petite à côté de Zola. Simplement, j'ai pu à défendre sa mémoire parce qu'il y en a bien d'autres qui la défendent et sans doute mieux encore que moi. Simplement, c'est des valeurs humanistes et ici chez Zola, je fais beaucoup de visites auprès des scolaires et c'est toujours très agréable de transmettre ces valeurs simples, vous savez. L'œuvre de Zola est baignée d'humanisme. C'est simple, c'est la paix. Vivons ensemble. Et la société devrait être simple. Acceptons l'autre, quelle que soit sa différence, tant qu'on ne tombe pas dans l'extrémisme. Voilà, ça, c'est ça. Pratiquer sa religion, très bien, mais ne pas l'imposer à l'autre. Ne pas imposer ses idées aux autres, respecter l'autre. Et Zola, c'était ça, Zola. Et voilà, ce sont des valeurs que je cherche à transmettre, mais d'une façon très, très humble, très simple, hein. Pas du tout sous un style autoritaire, c'est pas du tout mon style, mais c'est pour que les gens vivent mieux. Il y a quand même beaucoup de malheureux à l'heure actuelle. Et puis dans cette maison, c'est aussi transporter le public dans un autre temps. On entre dans l'intimité de Zola. C'est un petit peu un rêve, en fait. Hein. Voilà, c'est transporter les gens, parce que les gens ont besoin de rêver aussi. Mais d'espoir, parce qu'il faut vivre d'espoir, naturellement, parce que sinon, c'est plus possible. Mais comment on compose chacun compose la société, donc on est responsable chacun. Il ne faut pas toujours accuser la société. Chacun est responsable de la société parce qu'on fait partie de la société. Que chacun ait un comportement fraternel, humain, et tout devrait. Et ça, c'était Zola. Ouais. Zola a fini en utopiste. Il voulait la société idéale, vous voyez, parce qu'il l'affaire Dreyfus, il a beaucoup meurtri. Le fait d'être arrêté, amnistié comme les coupables, ça, il n'a pas supporté. Donc après, il est tombé dans des œuvres utopie. C'était il rêvait d'amour fraternel entre les gens, en fait. Hein. Mais il faut toujours rêver. Mais encore une fois, on est tous responsables de la société parce qu'on la compose. Il faut chacun. Zola était un humaniste pacifiste. Voilà. En tout cas, ça résonne beaucoup aussi encore aujourd'hui. Hein, oui. Ces bien idées. Mais c'est simple. Humaniste. Vous savez, la société, c'est pas la peine on ne devrait pas trop se compliquer. Hein. Je ne sais pas pourquoi on est tous mortels. Hein.
On est tous mortels. Pourquoi se gâcher la vie pour des idées politiques, religieuses, tout ça, bon, du matériel? Vous savez, l'être et l'avoir. Hein, il y a une opposition, l'avoir, avoir. Plus on veut avoir, moins on a ou moins on est content d'avoir. Et être, c'est quand même plus important, la différence entre être et avoir. Mais l'œuvre de Zola, c'est de la philosophie, hein, c'est de la sagesse. Hein. Mhm. Et aujourd'hui, ce serait quoi ces combats s'il était parmi nous? Oh, la combat. Il y en aurait beaucoup, hein. Vous savez, Zola, dans son époque, il a dénoncé la prédation de l'homme sur l'homme. Bon, eh bien maintenant, il dénoncerait la prédation de l'homme sur la nature. Et ouais, nous sommes sous cette allée de tilleuls absolument magnifique où la biodiversité est en danger, n'est-ce pas? La nature est en danger. Hein? Eh bien là, il défendrait la prédation de l'homme sur la nature. Voilà. Et c'est ça, je pense, qui serait son combat, parce que Zola était un écologiste, était un visionnaire. Il a défendu le vivant de son temps. Lisez, vous savez, les romans de Zola, vous pouvez les lire. Mais il y a des descriptions sur la nature absolument magnifiques dans La Faute de l'abbé Mouret, Le Jardin du Paradou. Mais c'est magnifique, les descriptions d'envolées de papillons, de chants d'oiseaux et tout. Il parle même des insectes, en fait, vous voyez, de tout ça. Et dans sa salle de billard, tous ces vitraux qui représentent des animaux, en fait. Et Zola, vraiment, était un écologiste avant l'heure. Hein. Et il y a aussi ce qu'il aurait défendu aussi, c'est la cause des animaux. Car il avait défendu la cause des animaux à l'époque, puisque en mois de 24 mars 1896, il a écrit un article dans le Figaro, « L'amour des bêtes ». Et dans lequel d'ailleurs il décrivait la mort de son petit chien Fanfan. Et ensuite, la Société protectrice des animaux l'a invité à prononcer un discours lors de son congrès annuel. Et il a prononcé un discours et en fait, on l'a couronné. En fait, on lui a donné une médaille d'honneur et tout. Il était très étonné d'ailleurs. Il était très étonné. Mais il dit, mais oui, mais... Et il disait lui-même d'ailleurs que... il y a un truc là. Il disait même, je vais vous dire un truc qui est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, dans ce discours, il dit, par exemple, regardez la nature. Vous imaginez-vous la nature sans bêtes, une prairie sans insectes, un bois sans oiseaux, les monts et les plaines sans être vivants. Représentez-vous un instant l'homme seul et tout de suite quel immense désert, quel silence, quelle immobilité, quelle tristesse affreuse. Aimons-les parce que comme nous, elles naissent, souffrent et meurent. Aimons-les au nom de la fraternité et de la justice pour honorer en elles la création, pour respecter l'œuvre de vie et faire triompher notre sang, le sang rouge qui est le même dans leurs veines et dans les nôtres. Et alors, dans le Docteur Pascal aussi, je finis ça aussi, en conclusion, voilà ce qu'il crie à la fin du Docteur Pascal. « Ah, l'animalité, tout ce qui se traîne et tout ce qui se lamente au-dessous de l'homme, quelle place d'une sympathie immense il faudrait lui faire dans une histoire de la vie. » Et Zola avait aussi dénoncé la corrida comme quelque chose de monstrueux. Et dans son œuvre, on retrouve d'ailleurs la misère des animaux. Par exemple, dans Germinal, ces animaux qui souffrent autant que les mineurs. Bataille, trompettes qui deviennent aveugles parce qu'ils n'ont pas vu le soleil depuis tout le temps, parce qu'ils vivent dans le fond de la mine. Zéphyr, le cheval dans la débâcle qui souffre, qui meurt. En fait, tous ces animaux sont à l'image de l'homme. En fait, ils souffrent autant. Et Zola, aujourd'hui, aurait vraiment combattu il aurait lutté pour la défense des animaux. Il aurait peut-être adhéré à la Ligue de protection des oiseaux. Vous voyez, des choses comme ça. Et je pense que ça aurait été son combat. Et évidemment, pour continuer, mais aujourd'hui, quand même, la société défend un peu mieux quand même
les miséreux, bon, sauf en justice où il y a des inégalités dans le traitement de la justice, ça c'est sûr. Là, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Là il y a beaucoup. Il y a encore des innocents qui croupissent dans les prisons dans le monde, hein, parce qu'ils sont innocents. Hein. Mais le combat de la nature, lui qui était très près de la nature, vous savez, c'était quelqu'un qui était très très sensible. Toute son œuvre, vous voyez, c'est une autre façon de lire l'œuvre de Zola. C'est ce combat. Mais toute son œuvre est baignée de protection de la nature, en fait. Mais c'est très moderne comme... Oui, mais il était très moderne, Zola. Ouais. Mais vous savez, Zola était très moderne. Il a fait de la photographie, il a fait de la bicyclette. Et à la veille de mourir, il voulait s'acheter une voiture. Alors, il ne voulait pas de téléphone ici pour ne pas être dérangé. Voilà, c'est simplement... Bon, là, il s'est installé ici. Il y avait le train qui passait, mais ça ne l'a pas empêché de s'installer. Hein. Et ça l'a inspiré pour écrire La bête humaine, hein, le roman sur les chemins de fer. Il trouvait ça très moderne. Pourtant, ici, c'est les trains... quand il parlait, alors c'était amusant, quand il parlait de solitude dans son désert, vous aviez une centaine de trains qui passaient. Déjà à l'époque ? Ah oui, la ligne a été construite quand il était là. Et oui. Vous savez, les peintures de Claude Monet, qui est à Gare Saint-Lazare, où on voit tous ces trains qui dégagent des fumées nauséabondes. Là, il respirait tout ça ici. Mais lui, c'était la modernité. Non, Zola était très moderne, était visionnaire. Hein. Regardez là, Au bonheur des dames. Hein. La mort du petit commerce face... regardez qu'est-ce qui se passe maintenant. Hein, c'est tout. L'argent, quand il y a eu le krach financier en 2008, le krach financier dans l'argent, c'était de 1891. Hein. Tout est comme ça. Hein. L'histoire se reproduit. Oui, vous savez, oui. Non, mais il était visionnaire. C'était... Oui, peut-être une question sur l'impact des écrits de Zola sur la société, mais de son époque. Ah oui, c'est les impacts de ces écrits sur la société. Bien sûr, déjà, parce que, par exemple, Paubouille, c'était une satire de la bourgeoisie. Comment ça se passait dans un escalier d'un immeuble bourgeois à Paris. Vous voyez, il a dénoncé tous les travers de la société, tout ce qui était... tout ça, donc, tout le réel. Et ça fait bouger les lignes. Bien sûr. La Terre, par exemple. Bien sûr, la Terre. C'est pour ça qu'il était très vendu, parce que les gens adoraient. Pour une fois, on décrivait la réalité telle qu'elle était. La Terre, par exemple, comment on vivait. Les paysans vivaient d'une façon très rude, mais la façon dont ils vivaient, les gens ne savaient pas, les bourgeois ne savaient pas comment les paysans vivaient, et les paysans ne savaient pas comment les bourgeois vivaient. Enfin, tout ça, ça a été... Et les bourgeois, ça les intéressait de lire ce genre de choses pourquoi pas, oui. D'accord. Alors évidemment, c'est pour ça qu'il était caricaturé et tout. Il y a des caricatures absolument abominables sur le naturalisme. On le voyait en cochon, on le voyait en fait caricaturé. C'était le roi des porcs, en fait. Là, c'était plutôt critique, du coup. Oui, c'était très critique. Alors, les caricatures, il recevait des caricatures tous les jours. Évidemment, il dénonçait la réalité telle qu'elle était. Alors, ça choquait tout le monde. Mais c'était volontaire. Et pourquoi il faisait ça ? C'est pour que la société améliore et change les conditions. Et c'est son côté humaniste. Et il disait, d'ailleurs, tous les jours qu'il avalait son crapaud en lisant les journaux. Mais en fait, il s'en fichait. Il disait, moi, je m'en fiche. Ma mission... c'est d'écrire cela. Voilà. C'était sa mission. C'était pas comme, si vous voulez, comme Balzac qui a décrit, mais sobrement. Et donc là, il y a un apport. Il y a l'apport lyrique dans l'écriture, hein, parce que Zola avait été un génie de conteur, pour conter l'histoire, les romans, tout ça. Tout cet ensemble composé par les Rougon-Macquart incitait les gens à lire. C'était nouveau, c'était moderne. Et en plus, il sortait un bouquin par an. Donc, il y avait une espèce de fidélité de lecteur, quoi. Et il était... puis, lui, évidemment, ça l'encourageait. Mais, voilà, donc ça a été absolument... Et je peux vous dire que les Rougon-Macquart, ici, on les vend comme des petits pains. Les gens continuent, et pourtant, c'est des pavés. Hein. Oui, tout à fait. C'est des pavés, mais encore une fois, il y a plusieurs façons de lire. Zola. Mais quand vous êtes emporté par des pages, là on n'a pas le temps, mais vous pourrez les lire, des pages mais d'un lyrisme. Le début de Germinal, mais c'est absolument magnifique quand il arrive, des phrases qu'il compose, c'est de la poésie, parce que Zola était poète en fait. Alors le lecteur, il aime bien, et puis en même temps,
c'est du réalisme. On ne vous cache pas la réalité. Ouais, ouais. Pour une fois, on vous décrit la vraie réalité. Ouais. Contrairement au romantisme, c'était l'idéal, quoi. C'était le beau. On vous montrait le beau. Alors bon, mais là, on vous montre la réalité de la vie. Par exemple, le ventre de Paris. Le ventre de Paris, c'est magnifique. Les Halles. Hein. Mais les Halles. Vous avez des descriptions, une symphonie des fromages, mais c'est extraordinaire. Mais vous savez, parfois, moi, je prends un bouquin comme ça de Zola, et puis je lis ça, la symphonie des fromages dans le ventre de Paris, mais c'est absolument magnifique. Et les gens, c'était nouveau. Ouais. C'était nouveau. Et c'était du vrai. Ouais. Du vrai nouveau, bien écrit, avec une histoire des personnages. Donc, comme ça, on suit les personnages d'un roman à l'autre. On peut lire son feuilleton tous les jours. Alors et puis ça coûtait pas cher, les bouquins. Ils étaient comme ils diffusaient beaucoup. Et ça, finalement, Zola, ça l'encourageait. Toute cette saga, en fait. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'était du nouveau. Voilà. Mais il a été beaucoup critiqué, le malheureux. Ouais. Vous savez, comme on dit maintenant, on avale des couleuvres. Hein. Ouais. Alors lui, il disait que c'était des crapauds. Lui. Je ne sais pas quelle est la différence. Parfois, quand ça ne va pas, on dit on avale des couleuvres. Ouais. Et lui, il avalait des crapauds. Mais en fait, il s'en fichait. C'est la rançon de la gloire. Hein. Oui, il s'en fichait parce qu'il avait une mission. Oui. Ah oui. C'était ça. D'accord. C'était, moi, je veux... il ne faisait pas ça pour lui. C'était justement, il avait une œuvre humaniste. C'était pour faire passer des messages. Hein. Libérer l'homme. Oui, Et d'ailleurs, son engagement dans l'affaire Dreyfus, ça coule de source. Après son engagement dans son écriture des Rougon-Macquart, ça coule de source. C'est l'acte. J'accuse, c'est l'acte. Voilà, c'est l'acte. Et l'autre, c'est l'écrit. Donc, écrire, c'est bien, mais là, il a quand même compromis toute sa vie, tout son confort. Vous vous rendez compte le courage de cet homme qui a compromis toutes ses œuvres. Vraiment, c'est vrai. Et c'est pas parce que c'est mon arrière-grand-père, parce que, encore une fois, je suis pas là pour le défendre, mais moi, il m'épate. Il m'a toujours... je me dis, mais franchement, cet homme a été vraiment exceptionnel. Et votre grand-mère, elle en parlait beaucoup? Comment ça se passait? Moi, ma grand-mère, je ne l'ai pas connue, malheureusement. J'ai connu aucun de mes grands-parents, aucun de mes 4 grands-parents. D'accord. Mais enfin, j'ai l'impression de les avoir connus parce que j'ai beaucoup vécu auprès de mon père. Donc, tout ça, je suis imprégnée. Vous savez, j'ai une mémoire... dans la tête, quoi, en fait. Ouais. Parfois, il me sort des trucs comme ça. Des anecdotes. Des anecdotes, des choses comme ça qui sortent parce que... puis j'ai beaucoup lu le livre de ma grand-mère et je me suis toujours imprégnée parce que j'ai une admiration folle pour cet homme qui s'est donné à l'humanité, finalement. Et puis là, son acte J'accuse... Vous savez, sans J'accuse... sans l'écriture de J'accuse, Dreyfus serait mort au bagne. Hein. Naturellement, Zola n'a pas été le seul acteur de l'affaire Dreyfus, mais c'est lui qui a été le déclic. Bien sûr. Parce que on est allé le chercher quand même. Oui, on est allé le chercher. Vous savez pourquoi il n'avait pas intervenu au début? Parce que le soir de la dégradation de Dreyfus, le 15 janvier 1895, Zola dînait chez Daudet. Et il y avait son fils qui était là, Léon Daudet, qui avait assisté à la dégradation de Dreyfus. Et il parlait. Et puis, Daudet dit Dreyfus a avoué. Alors Zola a dit il a avoué. Sert de dire il a avoué. C'est une affaire militaire. Vous savez, c'était géré en huis clos par l'armée. C'est une affaire de militaire. Comme Zola respectait les autorités, il s'est dit c'est une affaire militaire. Puis après, on lui a porté en 1897 par Scheurer-Kessner un peu la preuve, des preuves de l'innocence de Dreyfus. Donc du coup, il s'est lancé. Mais avant, et puis en plus, pour se lancer, il voulait quand même certaines preuves. Il ne voulait pas se lancer n'importe comment. C'était quand même un homme qui défendait la vérité. Donc il dit, je ne vais pas défendre un soi-disant innocent. Il faut quand même que j'ai des preuves quand même pour l'innocenter. Donc il s'est lancé là-bas et il a eu ce courage d'écrire J'accuse, parce que dès lors, ça devenait un procès civil. Donc il a été suivi en diffamation. Et il le savait. Ouais. Donc vous vous rendez compte le courage de cet homme. Vous savez, ça mérite bien de
de transmettre ses valeurs, Oui, parce oui, que tout à fait. c'est un homme de... Et à l'heure actuelle, c'était un intellectuel, c'était pas un politique, hein. C'était pas un politique, hein. Du tout. C'était un intellectuel, c'était un homme de lettres, hein. Il n'y en a pas beaucoup à l'heure actuelle d'intellectuels qui se livreraient comme ça pour défendre. Oui, hein. il a pris beaucoup de risques. Ah bah tiens, parce que lui, il s'en fichait, hein. Il lançait du tout, il n'a pas réfléchi. Hein. Enfin, il n'a pas réfléchi à ça. Aux conséquences. Pas du tout, il s'est dit je m'en fiche. Moi, c'était une question de conscience. Zola était un homme de conscience. Il avait ça dans... Bon, il disait d'ailleurs, mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas le crime qu'il n'a pas commis. Vous voyez, bon, il ne pouvait plus dormir, quoi. Il fallait... C'est magnifique, ça. Il n'a pas réfléchi. Il aurait pu être un très bon avocat. Oui, mais vous savez, le Également. politiquement correct, il s'en fichait, lui. Hein. Ouais. Alors que maintenant... Oh là là, oui. Et vous voyez... C'est ça que c'est un exemple. C'est pour ça que notre maison Zola et notre musée des Fus sont très importants, parce que des exemples de Zola, il n'y en a plus. Bon, il y en a, hein, naturellement, mais c'est un exemple, il faut qu'il y en ait. On a entendu à quel point l'affaire Dreyfus a bousculé la vie de Zola et de sa famille. Sa vie et même sa mort, puisqu'elle serait à l'origine de sa fin tragique. C'est ce récit que va nous faire l'historien spécialiste de l'affaire Dreyfus, Philippe Auriol, dans un épisode bonus qui clôturera le cycle Zola à Médan de cette saison 4 dédiée aux Maisons d'Illustres. J'espère que vous avez apprécié découvrir ou redécouvrir ces trois figures du 19e siècle que sont Rodin, Caillebotte et Zola, à travers leur lieu de vie, et que vous aurez envie de visiter leur chez eux de vos propres yeux. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas. J'attends vos commentaires par mail, messages privés ou sur les réseaux sociaux du podcast. Merci pour vos écoutes et à très bientôt. Vous êtes encore là ? Merci de m'écouter jusqu'au bout. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les notes et les photos de l'épisode sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous aimez Remarquable ? Aidez-moi à faire connaître le podcast en partageant ces épisodes ou en laissant des commentaires sur les réseaux sociaux. Et parlez-en autour de vous. Merci.